L'actualité à la une ce soir, le gouvernement de la transition va sévir contre les appels au meurtre à travers les messages audio. Ce mercredi en Conseil des ministres, le sujet a été évoqué par le gouvernement et pour le porte-parole du gouvernement, ce sont des appels directs et actifs au meurtre et des tueries de masse, à l'épuration ethnique et à la sédition qui ne laissent aucun choix au gouvernement que de sévir. Vous l'entendrez en début du journal. Et dans le journal, cette session extraordinaire de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, convoquée sur la demande du président du Faso, la session va essentiellement concerner la mise en place de la Haute Cour de justice, la juridiction habilitée à connaître des dossiers impliquant de hauts responsables de l'administration publique burkinabé. L'ouverture des travaux nous sera résumée dans cette édition. Et dans cette édition, l'Olympique de Marseille a confirmé ce mercredi l'arrivée en prêt du piston droit de Manchester City, Issa Kaboré. Le club phocéen va donc se renforcer avec le jeune étalon. Courtisé par de nombreux clubs, le latéral droit burkinabé nous dira pourquoi il a choisi l'OM. Il sera en direct dans cette édition. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi sous la présidence du président du Faso. Il a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Et ce mercredi, donc, le Conseil s'est penché sur le fonctionnement de la caisse de dépôt et de consignation, mais aussi des discours haineux diffusés sur les réseaux sociaux et qui appellent à des tueries de masse. Le point complet vous sera proposé en cours de journal avec Sébastien Zongo. Dans le journal également, ouverture de la première session extraordinaire de l'année 2022 de l'ALT, une session qui va examiner la proposition de résolution portant modification de résolution, notamment du règlement de l'Assemblée législative de transition pour la mise en place de la Haute Cour de justice. Cette juridiction est habilitée à connaître des dossiers impliquant de hauts responsables de l'administration publique burkinabé. L'ouverture des travaux suivi pour nous par Roger Kam et Aimé Solange Guigma. Un temps de recueillement observé pour les victimes des attaques terroristes à l'entame des travaux de cette première session extraordinaire de l'année 2022 de l'Assemblée législative de transition. Une session qui s'ouvre avec 68 votants. Ils ont pour mission durant cette session la relecture du règlement intérieur de l'ALT, ce qui leur permettra de prendre en compte la mise en place de la Haute Cour de justice. La Haute Cour de justice est une institution portée par l'Assemblée. Et quand on adoptait le règlement le 5 avril 2022, une omission s'est glissée faisant qu'il n'avait pas été prévu des dispositions par rapport à la Haute Cour de justice dans le règlement de l'Assemblée législative de transition. Alors, il s'agit tout simplement de prévoir le mode de désignation des députés devant siéger à la Haute Cour de justice et comment la Haute Cour de justice peut être saisie. C'est quelques dispositions qui vont être intégrées dans le règlement de l'Assemblée législative de transition. Donc, les textes qui organisent cette Haute Cour de justice, leur relecture, ce n'est pas à l'ordre du jour. La Haute Cour de justice, maillon essentiel du système judiciaire, est un élément incontournable dans le fonctionnement des institutions de la République. J'en appelle à votre esprit de sacrifice pour vous mettre résolument au travail et vous concentrer sur nos objectifs afin de proposer à notre peuple les changements nécessaires et légitimes à opérer pour espérer des lendemains meilleurs. Dans un élan patriotique, de solidarité, de cohésion et d'esprit d'équipe, conjuguons nos énergies et nos compétences pour réussir la mission qui nous a été confiée. Je voudrais à nouveau exhorter et encourager le gouvernement à redoubler d'efforts pour venir à bout du terrorisme dans le souci de répondre aux besoins vitaux de notre peuple, notamment ceux des personnes déplacées internes. Je salue les mesures relatives à l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Il s'agit, entre autres, de la délimitation des zones de guerre et le redéploiement des unités militaires sur le territoire national, afin d'assurer un meilleur maillage sécuritaire. Tout en remerciant également la presse, le président de l'ALT l'invite à toujours cultiver le professionnalisme pour servir au peuple la bonne et saine information, gage d'un Burkina de paix, de concorde et de cohésion véritable. Et pour la bonne conduite de la transition politique au Burkina Faso, le Club des Patriotes appelle les citoyens burkinabés à s'impliquer pleinement.
Face à la presse ce jeudi, les membres du club des Patriotes appellent donc au rassemblement pour un retour de la paix. Ils se disent en outre prêts à épauler l'armée. Mais de quelle manière? On en parle avec Jérôme Tendano. Ils se disent prêts à jouer n'importe quel rôle pour contribuer à la restauration de l'intégrité du territoire national. C'est la quintessence de la déclaration de ce mouvement, le Club des Patriotes, ici devant la presse. Wenkouni Ismail Youssef Nasseri et ses camarades appellent le peuple burkinabé à soutenir les efforts de la transition pour une union sacrée autour de la nation burkinabé. Chaque citoyen a un rôle important à jouer et le Club des Patriotes préconise une série de solutions. Premièrement, la sensibilisation contre l'extrémisme violent dans toutes les structures éducatives et religieuses du pays, afin de tarir les sources de recrutement des terroristes. Deuxièmement, au plan militaire, doter conséquemment les FDS et VDP, d'une part, et d'autre part, la prise en charge rapide et prompte des ayants droit des FDS et VDP tombés au front. Troisièmement, la création d'écoles sûres pour faciliter la continuité de l'éducation dans les zones à fort défi sécuritaire. Quatrièmement, les chefs coutumiers, religieux et politiques sont appelés à s'y impliquer davantage en œuvrant en accord avec l'État dans l'intérêt supérieur de la nation. Cinquièmement, une union sacrée de tous les patriotes, où qu'ils soient. La mise en œuvre de ces solutions requiert de grandes manœuvres et cela nécessite l'implication de l'ensemble des filles et fils du Burkina, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Le Club des Patriotes invite pour ce faire les autorités de la transition à redoubler d'efforts et surtout à toujours s'inscrire dans une démarche inclusive pour sauver le bien commun, le Burkina Faso. Et puis la Commission de l'informatique et des libertés et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information sont désormais liés par une convention de partenariat. Ce partenariat porte sur une synergie gagnante dans le cadre de l'exercice de leurs missions respectives, notamment sur les questions touchant la cybersécurité, la sécurité des systèmes d'informatique et la vie privée, ainsi que les données à caractère personnel des citoyens dans le cyberspace burkinabé. La signature de convention a été intervenue ce 16 août à Ouagadougou et c'était en présence de Mariama Tamboura. Cette signature de convention marque le début d'un partenariat entre la Commission de l'informatique et des libertés civiles et l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ANC. Les deux structures s'engagent ainsi à travailler mutuellement pour une meilleure protection des données à caractère personnel des citoyens. Chacun doit apporter ce qu'il sait faire le plus. Au niveau de l'ANC, nous sommes focalisés sur la protection de manière globale de la sécurité des systèmes d'information. Mais vous savez aussi que la CIL protège nous tous en termes de droits humains pour que nos données personnelles qui sont manipulées au niveau de ces systèmes d'information soient protégées. La Commission de l'informatique et des libertés dit être déjà dans une dynamique de sensibilisation des populations en matière de protection des données à caractère personnel. Avec ce partenariat, elle pourra désormais bénéficier de moyens techniques avec l'ANC afin de mieux poursuivre ses actions sur le terrain. C'est d'abord sensibiliser, instaurer une culture de la protection des données, une culture de la sécurité des systèmes d'information au sein des différentes administrations et maintenant procéder à des sanctions pour les contrevenants aux dispositions de nos différentes lois. Ces deux acteurs de l'écosystème du numérique comptent également effectuer des missions techniques afin de s'assurer que les obligations en matière de sécurisation des données sont respectées par les exploitants des systèmes d'information. Comment organiser la chaîne de gestion des déchets ménagers dans les communes du centre-est? La question taraude les acteurs qui sont réunis depuis ce 10 août à Kombisiri et à Nobéré. Un projet vient d'organiser une visite de partage d'expérience, une visite qui a permis aux acteurs d'apprendre les uns des autres. Benoît Bonkungu. Les communes urbaines de la région du Centre-Est s'inspirent du modèle de gestion des déchets solides des communes sœurs de Kombisiri et de Nobéré. L'initiative est du consortium CIS, CISV et la fabrique à travers le projet Développement de l'économie verte
des éco-vertes. Du point de vue des questionnements que nous avons reçus, les interrogations des uns des autres, l'engagement aussi, le dynamisme que nous avons constaté, on peut se dire qu'on est satisfait de l'objectif qu'on recherchait, de faire une émulsion justement au niveau des acteurs qui gèrent désormais les communes urbaines du Centre-Est, à ce qu'eux-mêmes prennent l'engagement de pouvoir s'investir dans la gestion des déchets. De la pré-collecte à la valorisation en passant par le tri, toutes les étapes ont été passées au peigne fin par les visiteurs du jour. Un partage d'expériences enrichissant selon les différents acteurs. Ces sorties donc ont permis à la commune de Tinkodro de constater ce qui est fait respectivement dans ces communes-là. Et je crois que nous avons déjà entamé le processus avec le projet de développement de l'économie verte en vue de pouvoir répliquer ce qui est fait dans ces communes-là aussi dans la commune de Tinkodro pour améliorer l'hygiène et le cadre de vie des populations de la ville. Ça nous permet aussi de pouvoir, avec d'autres communes qui participent, bénéficier de leur expérience, des difficultés qu'ils ont eu à rencontrer et de pouvoir au retour voir quelle orientation et quelles mesures on va prendre pour donner à l'assainissement et à la gestion des déchets au niveau de la commune de Koupéla. Le projet d'Ecovert qui prend fin en avril prochain vise à contribuer au développement des entreprises locales dans le domaine de la gestion des déchets et de l'énergie renouvelable. Et puis un nouveau projet du Fonds d'intervention pour l'environnement pour faciliter l'adaptation au changement climatique. C'est le projet local lancé hier à Ouagadougou. Mais c'est quoi le mécanisme local? On en parle avec Karim Bikienda et Césaire Carrefour. Ils sont venus de Sapone, Pabré et Lumbila pour s'informer sur le mécanisme local, un projet d'adaptation au changement climatique mis en œuvre par le Fonds d'investissement pour l'environnement. Leurs communes sont les premières bénéficiaires du dit projet. Les communes bénéficiaires vont bénéficier de financements adaptés pour leur permettre de mener des actions d'adaptation à la base. Et ces actions d'adaptation portent sur l'agroforesterie, ça porte sur les questions d'infrastructure, ça porte également sur beaucoup d'ouvrages qui devraient permettre de pouvoir cibler les risques climatiques et de pouvoir mener des actions dédiées ou qui répondent favorablement à ces risques climatiques au niveau de ces communes. Cette session vise à outiller les différents acteurs pour une réussite de la première phase. Le fonctionnement, le suivi et l'évaluation du mécanisme local leur sont expliqués ici. On expliquera comment la performance des communes sera évaluée vis-à-vis des critères de performance qui ont été conçus et validés par les gouvernements les années passées quand on a cadré les mécanismes. On prendra l'opportunité pour expliquer les mécanismes de suivi et évaluation de la datation au niveau local. Lancée le 16 août, cette phase pilote du projet court jusqu'en décembre prochain. Si elle atteint ses objectifs, le mécanisme va s'étendre à 25 autres communes du pays, selon ses initiateurs. Attention, le coronavirus existe toujours au Burkina Faso et il faut se préserver. Lancement donc de la campagne intensive de vaccination contre la maladie à coronavirus dans la région des Cascades. Une campagne intensive de vaccination contre la maladie lancée par le ministère en charge de la Santé qui implique également l'engagement des leaders communautaires. Cette campagne va durer une semaine. Le lancement est intervenu ce mercredi 17 août, donc à Daboula, précisément dans le chef-lieu du canton de Karabola. On fait le point avec Karim Sissé. Le Burkina Faso est à la recherche d'une immunité de groupe afin d'éviter un rebond de la maladie à coronavirus. Et pour atteindre ce stade, il va falloir vacciner au moins 70% de la population. C'est dans cette optique que le ministère en charge de la Santé lance la campagne de vaccination dénommée Dougtigi Bolochi. Une campagne intensive de vaccination qui implique l'engagement des leaders coutumiers et religieux dans la lutte. Et dans les Cascades, le lancement de cette campagne est donné à Laboula, chez le chef de canton de Karaborola. La vaccination aujourd'hui, c'est une des solutions pour non seulement affaiblir l'impact de la maladie, mais également faire en sorte que les populations se portent mieux. Et nous avons fortement besoin de ça. J'allais dire surtout que nous avons un autre défi qui est le défi sécuritaire.
Mais si on doit se retrouver une population malade, et en plus de ce qui nous arrive, du point de vue des batailles que nous menons pour la sécurité et pour la sûreté pour notre pays, je pense qu'on n'aura pas les combattants qu'il faut pour le faire. C'est une vaccination gratuite qui va utiliser 4 types de vaccins, à savoir le Pfizer, le Johnson & Johnson, le Sinopharm et le Sinovac. Tous des vaccins sûrs qui sont administrés par un personnel hautement qualifié. Cette campagne intensive de vaccination se déroule du 16 au 22 août 2022 sur toute l'étendue de la région des Cascades. Et la mobilisation des populations à cette cérémonie de lancement donne déjà des motifs de satisfaction aux initiateurs. Au moment où je vous parle, nous avons vacciné plus de 200 personnes. C'est du jamais vu, c'est du jamais atteint depuis que nous avons commencé cette vaccination contre la Covid-19 au Burkina Faso. Depuis le démarrage de la vaccination contre la maladie à coronavirus jusqu'à ce jour, 100 681 personnes ont été vaccinées dans la région des Cascades, soit un taux de couverture de 9%. Vu ces chiffres, les leaders communautaires de cette région ont fort à faire pour l'atteinte du taux exigé pour une immunité de groupe. De son côté, l'association One Village était en sensibilisation sur la sécurité routière ce 17 août à Kambisiri. Une séance d'échange avec les populations pour faire passer des messages sur la prévention et la sécurité routière. Dramanso Ali Loubadini. Ces usagers de la route Kambisiri-Ouagadougou qui approvisionnent la capitale en produits vivriers sont les principales cibles de cette campagne de sensibilisation de l'association Faso One Village. La stratégie ici est de faire des populations des porteurs de messages pour plus de sécurité routière. J'ai remarqué lors des jours des marchés, il y a beaucoup de personnes, je veux dire, des commerçants qui viennent des environnants pour venir vendre, parce que Kambisiri est une grande ville. Maintenant, à la descente pour rentrer chez lui à la maison, chacun traverse la voie comme il veut. C'est dans ce sens-là nous voulons les faire comprendre. Une fois fini de vendre ce que vous avez vendu, traverser la voie là, il faut savoir est-ce qu'il n'y a pas un véhicule, il n'y a pas une moto, il n'y a pas un vélo avant de traverser en regardant à droite et à gauche. Et même devant toi, avant de traverser. Ça va tout nous aider au niveau de la sécurisation. Puisqu'il y a d'autres qui ne comprennent pas, qui ne savent pas. S'il y a une sensibilisation et que tu écoutes, tu vas voir que, au fait, tu dois changer un peu et puis pouvoir te maintenir dans la vie. Cette séance de sensibilisation est aussi une occasion de faire la promotion du vivre ensemble entre population et forces de l'ordre. On doit savoir que le policier, le gendarme, le militaire en ce moment, c'est eux notre garant. Garant comme quoi c'est eux qui nous protègent. Tant que nous ne les acceptons pas, nous allons vivre difficilement. Et en ce moment, si ça c'est respecté, dans la circulation, là, on sait qu'on va réussir ensemble. La FOV s'investit dans la prévention des accidents de la route depuis 2014. Son prochain défi est l'ouverture d'une école de la sécurité routière. Dans le journal également, les 72 heures du Bénin au Burkina Faso, des moments de retrouvailles, mais aussi de communion avec les amis burkinabés. Une initiative qui vise à renforcer les relations entre le Bénin et le Burkina Faso. Nyarkiteda. La culture béninoise en pleine démonstration ici au quartier Sissin de Ouagadougou. Nous sommes à la cérémonie commémorative du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Un anniversaire célébré en différé par le Conseil des Béninois du Burkina. Une occasion pour les Béninois résidant au pays des hommes intègres de marquer leur attachement à la mère patrie. L'objectif d'initier cette activité est d'abord de rassembler les Béninois vivant ici au Burkina Faso. Parce que de nos jours, vu un peu les difficultés sociopolitiques, sécuritaires que nous vivons, il faut quand même trouver des occasions que tous les Béninois ici se retrouvent et célébrer quand même une fête. Et nous avons choisi la fête de l'indépendance de notre pays pour cette occasion. Ce n'est que le début
des réformes. Nous sommes en réforme actuellement, on a beaucoup de réformes à faire. Ces réformes, c'est quoi? Nous allons ensemble, nous tous, créer la fêtière, la plus grande association qui va regrouper tout le monde. La célébration se déroule sur 3 jours avec pour objectif créer un cadre de retrouvailles entre ressortissants du Bénin d'une part et tisser des liens de fraternité et de solidarité avec leurs frères du Burkina d'autre part. Les 72 heures des festivités du Bénin au Burkina, c'est aussi des expositions vente des produits issus du Bénin, des mains béninois et une présentation d'un pan de la culture du pays de Mathieu Kérikou. Cérémonie de lancement de la 7e édition de l'émission de jeux et concours Slam en live. Elle débute ce 20 août sur Radio Canal Arc-en-Ciel. Nyarkitida pour les détails. Je souffre, je supplie, mais on m'inflige et m'afflige des supplices. Je vivote, je vivifie, faites un geste. L'avant-goût de la 7e édition du jeu concours Slam en live. Mon esprit énonce et ma bouche dénonce. Je fais des rimes, c'est ma façon à moi de dénoncer des crimes. Je blâme le vice et je réclame la justice. Slam en live est une compétition pour développer l'imaginaire et la créativité par la recherche des rimes et surtout la prise de parole de façon rythmée. Elle est dédiée aux jeunes pour leur permettre de s'exprimer sur certains sujets, précisément sur la question sécuritaire, d'où le thème jeunesse et patriotisme dans un contexte sécuritaire. Le slam aujourd'hui a beaucoup d'adeptes. Il y a des jeunes qui sont férus de slam. Et comme on est dans un contexte où le pays a un genou à terre, et vous avez remarqué qu'il y a certains jeunes qui sont retournés contre le pays. Il faut que ces jeunes-là reviennent à la maison. Comment? À travers les paroles de la jeunesse. Pour cette édition, Slam en live se déroule autrement. Les organisateurs prévoient un léger réaménagement. Ça va se voir en finale, parce qu'en finale, on va permettre aux candidats d'être accompagnés par des instrumentistes. Et ce n'est pas n'importe quel instrument, ça va être des instruments traditionnels. Et avant la finale, ceux qui seront qualifiés pour la finale, on fera un atelier de formation pour ces candidats-là, pour qu'ils puissent bien écrire leurs textes et aussi leur permettre de tenir devant une scène. Slam en live, c'est à partir du samedi 20 août prochain, de 16h à 17h, sur la radio Canal Arc-en-Ciel, fréquence 96.6 FM. 40 candidats sont en compétition pour l'édition 2022. Et puis en sport, je le disais en titre, l'international Issa Kaboré va évoluer cette saison au sein de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 française. Issa Kaboré, sociétaire de Manchester City, est renvoyé en prêt sur la Canebière. Issa Kaboré n'est pas étranger à la Ligue 1 française car ayant évolué sous les couleurs de Troyes la saison dernière. Les détails avec Jérôme Tiendreveo. Issa Kaboré dans l'écurie phocéenne pour le compte de la saison 2022-2023. Le meilleur jeune joueur de la CAN Cameroun 2021 arrive sur le Vieux-Port suite à un deal conclu entre Manchester City et l'Olympique de Marseille. Un prêt avec option d'achat fixé à 20 millions d'euros. L'international burkinabé formé au centre Nouaga Ouedraogo de Bama de l'ancien international Raïm Ouedraogo et passé par Raïmo FC n'est cependant pas étranger à la Ligue 1 française. Il a été crédité d'une bonne saison de 32 matchs en 2021-2022 avec 3. Après KV Mali en Belgique et l'ES3 AC, l'Olympique de Marseille est le 3e club à recevoir le latéral droit burkinabé de 21 ans en prêt de la part des Citizens de Manchester. Sur la Canebière, Issa Kaboré sera la doublure de Jonathan Klaus. Le natif de Bobo Dioulasso a rallié le Grand Est au sud-est de la France à une vitesse qui lui sera nécessaire pour contrôler le couloir droit de l'OM pour mettre en difficulté l'international français. Une rude concurrence que le 3e joueur burkinabé de l'histoire de l'OM devra tenir. Et à l'évidence, le sélectionneur Hubert Velud en sera aussi bénéficiaire. L'une des pierres angulaires de son édifice étalon est un polissage accéléré dans l'une des fabriques les plus renommées de France. Nous avons donc Issa Kaboré en ligne. Bonsoir Issa et merci de répondre à notre invitation. Avec un grand plaisir de toujours parler au pays. Justement, Jérôme Tiendreveo l'a dit, vous arrivez dans l'un des grands clubs de France. Comment vous vous sentez?
J'arrive dans un très grand club de la France. Je me sens vraiment très très bien. C'est là pour qu'il y a du travail qui se fait et que ça doit continuer. Et ça fait vraiment plaisir de jouer dans un très grand club. Et pour vous, quel est le défi pour l'OM? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comptez relever à l'OM? Bon, je compte jouer beaucoup plus de matchs à l'OM et de me montrer dans le monde entier ce que je sais faire. Et Inch'Allah, je vais jouer la Ligue des Champions. J'espère que ça va très bien se passer pour que je sois un futur grand joueur. Et donc, c'est un rêve qui se réalise pour vous, Issa? Oui, c'est un rêve qui se réalise parce que quand tonton Charlie et Charles Kaboré venaient au Burkina, il était à l'OM, il passait chez mon père, il me donnait des ballons, des maillots, donc j'avais pour rêve de jouer avec l'Olympique de Marseille. Et quand j'allais au cyber, j'allais taper Marseille, centre de formation correspondant à Marseille, je vais venir à Marseille. Et aujourd'hui, me voilà à Marseille, ça fait vraiment plaisir. Oui, et vous allez disputer le poste de latéral droit à l'international français Jonathan Klaus. Est-ce que vous vous sentez prêt pour ce défi? Oui, je me sens prêt parce que j'ai des qualités aussi que je dois mettre en valeur et que ça va beaucoup m'aider à travailler beaucoup plus et ça va beaucoup m'aider à progresser. Et donc, quel est le message pour terminer qui vous lie certainement au pays? Vous êtes en direct sur la télévision nationale. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos fans burkinabés? Le message que j'ai à passer au Burkina, c'est de leur dire merci pour tout le soutien et pour tous les messages qu'ils ont eu à m'envoyer. Et ça me va au fond du cœur et de continuer de nous soutenir. Inch'Allah, ça va aller, que le pays repose en paix et qu'il n'y a plus de disputes. Merci à vous, Issa Kaboré. On ne peut que vous souhaiter bon vent. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions en direct sur la télévision du Burkina. Merci, avec plaisir. Et pour refermer cette édition, je le disais en début, le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi sous la présidence du président du Faso. Il a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour. Et ce mercredi, donc, le Conseil s'est penché sur le fonctionnement de la caisse de dépôt et de consignation, mais aussi sur les discours haineux diffusés sur les réseaux sociaux et qui appellent à des tueries de masse. Le point est complet avec Sébastien Zongo. Le gouvernement fait une déclaration avant le compte rendu du Conseil des ministres. La déclaration porte sur des messages audio qui circulent sur les réseaux sociaux et des groupes WhatsApp qui mettent en danger la cohésion et l'unité nationale. Il est question d'appels directs et actifs au meurtre, à des tueries de masse, à l'épuration ethnique et à la sédition. Le ton et les mots utilisés donnent froid au dos et témoignent de la gravité de la situation. Il s'agit bien de discours haineux, subversifs, dangereux et inacceptables dans un pays aussi riche et diversifié comme le Burkina Faso. Ils appellent de notre part une condamnation sans réserve et sans ambiguïté. En droit, il est établi que l'intention vaut l'acte. Toutes les conséquences de droit vont être tirées de ces propos assumés. Nous sollicitons vos micros, vos antennes, vos colonnes et vos ondes pour réveiller la conscience des Burkinabés sur les risques de division et d'opposition intercommunautaire. Il nous faut déconstruire ces discours haineux qui mettent à mal la cohésion et l'unité nationale. C'est le lieu de rappeler cette mission souveraine, éternelle et sacrée qui nous est transmise par les pères depuis des générations. Le Burkina Faso restera un et indivisible. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur revient sur des faits d'incendie et d'explosion à l'université de Waïgouya après que des hommes armés aient occupé le site de l'université dans la nuit du 15 au 16. Les dégâts sont importants. Les ordinateurs de reprographie sont partis en fumée. On a retrouvé des unités centrales à 100 mètres du bâtiment.
Et on a constaté qu'une moto a été enlevée et 2 batteries qui servaient à alimenter des salles d'études pour les étudiants ont été enlevées. Et donc après, les gens se sont dispersés pour rentrer à la maison. Dans la soirée, afin de sécuriser au mieux les matériels qui sont restés sur place, le chauffeur en fait a conduit une pick-up pour aller prendre le matériel qui restait sur le site. C'est lors de ces manœuvres-là que sa voiture a sauté sur un engin explosif. Le chauffeur en question est hors de danger après avoir subi une opération chirurgicale, rassure le ministre Ouattara. Ce qui est important pour nous, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, il est important, et nous le savons déjà avec les collègues techniciens, nous préparons pour une sécurisation effective de tous les sites de l'université, notamment dans les zones à fort défi sécuritaire, à savoir Ouéguia, Fanangourma et Dori, de telle sorte que nos enfants, la jeunesse burkinabé, puissent effectuer l'année prochaine une bonne rentrée en toute sécurité. Le ministre Frédéric Ouattara est aussi revenu sur les faits qui ont conduit au barrage de la route par des étudiants de la cité de Kossodo. Il explique que compte tenu de l'état de délabrement de la cité de Kossodo, les étudiants ont été invités à rejoindre les cités de la Patte d'Oie et de l'IDS avec un délai à respecter. Ayant constaté l'expiration de ces délais, la direction du CENU a procédé à la coupure du courant et de l'eau afin d'obliger les étudiants à sortir de Kossodo et de rejoindre les cités vacances. Mécontents, ils ont dû alors barrer la RN3. Et on a échangé avec eux. D'abord, on a procédé à l'établissement de l'eau et du courant. Nous avons échangé. Il est ressorti en substance que la liste qui devait être transmise à la direction du CENU n'était pas complète. Donc on leur a donné 10 jours pour compléter cette liste et la transmettre à la direction générale du CENU. Donc à ce jour-là, on va essayer de discuter avec eux parce que c'est d'abord nos étudiants. Il est important et nous savons qu'on va trouver une solution vraiment correcte afin de permettre non seulement qu'ils passent de bonnes vacances, mais aussi et surtout que nous puissions rénover ces cités qui nous tiennent à cœur. Le ministre en charge des infrastructures a fait une communication orale relative au sabotage d'ouvrages de franchissement sur des axes routiers de la région de l'Est par des groupes armés terroristes. Il s'agit de 2 dallos qui ont fait l'objet du dynamitage. Ce qui concerne donc le premier dallo, alors donc c'est sur la route départementale numéro 10, donc à hauteur donc de Diapaga, environ 5 km de Diapaga. À ce niveau, nous avons une brèche qui est relativement donc, petite. Et ensuite, en ce qui concerne le deuxième dallo, c'est donc sur la route régionale numéro 28, donc à hauteur donc, de Nadia Bonli. Et à ce niveau, la brèche qui a été créée est beaucoup plus importante. En tout état de cause, donc, nous prenons actuellement les dispositions en rapport donc, avec les responsables donc, de la mine de Bongo, donc, parce que cette mine-là est vraiment affectée par cette situation. Également donc, les COTN, le génie militaire, pour que nous puissions donc envisager donc, les réparations dans les meilleurs délais. Et le ministre en charge des infrastructures de rassurer que le gouvernement prend les dispositions pour la sécurisation de tous les axes routiers pour contrer la stratégie d'isolement des localités entreprise par les groupes armés terroristes. Sur le rapport du recensement des comptes bancaires, la situation fait état de 230 comptes bancaires en situation irrégulière sur un total de 685 comptes de structures publiques recensés. Le Conseil a donné mandat au ministre en charge de l'économie et des finances de prendre des dispositions pour la clarification de la situation. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.